Bienvenue à toutes et à tous. Le soir de mes 22 ans, ma sœur a dit à mes parents, « Coupez-lui l'université jusqu'à ce qu'elle reconnaisse ce qu'elle a fait. » Mes parents ont accepté. Sans me regarder. J'ai dit un seul mot. « Très bien. » À 23h30, mes 3 valises étaient dans le couloir. Ma sœur a fait irruption dans ma chambre en criant « Retire ce que tu as envoyé. Retire-le maintenant. » Ma mère est devenue livide. « Qu'est-ce que tu as envoyé ?» Je n'ai pas répondu, mais je vais tout vous expliquer. Si vous avez déjà été la personne silencieuse dans une famille bruyante, celle que l'on appelait trop sensible, trop lente, trop dans sa tête, restez avec moi. Cette histoire est aussi la vôtre. Mon nom est Aminata. J'ai 22 ans dans cette histoire. Et avant d'aller plus loin, je veux vous montrer quelque chose. Dans le salon de la maison de mes parents, à Libreville, il y a un mur. Sur ce mur, les diplômes de ma sœur sont accrochés dans des cadres dorés. Sa lettre d'acceptation à l'École supérieure de journalisme de Yaoundé. Son article publié dans un magazine culturel de Lomé, sa photo, lors d'une remise de prix à Cotonou. 5. Cadre, bien aligné, et un 6e cadre, vide. Ma mère avait acheté ce cadre vide quand j'avais 13 ans. Elle avait dit que c'était pour mon premier grand moment. J'en avais 22 quand tout a éclaté. Le cadre était toujours vide. Laissez-moi vous ramener en arrière. Ma sœur s'appelle Nadège. Elle avait 27 ans la nuit où tout a basculé. Elle était née la première, et dans notre maison, cela voulait dire qu'elle était née avec tous les droits. Ma mère avait l'habitude de dire que Nadège savait écrire avant de savoir marcher. Puis, elle ajoutait, avec un sourire qui ne me regardait jamais, « Aminata, elle avait besoin de plus de temps. » J'ai toujours voulu demander, « Plus de temps que quoi ?» Mais on ne posait pas de questions dans notre maison. On apprenait le rythme. On apprenait à hocher la tête. On apprenait à applaudir les textes de sa sœur au dîner. J'ai applaudi pendant 11 ans. Voici ce que personne dans ma famille n'a jamais su. Je n'étais pas lente. J'observais. Quand j'avais 10 ans, Nadège avait remporté un prix d'écriture lors d'un concours scolaire régional. Les organisateurs avaient invité les 2 lauréats à lire leurs textes lors d'une cérémonie à Libreville. Le matin même, Nadège était tombée malade. Une forte fièvre. Elle ne pouvait pas lire. Ma mère avait mémorisé son texte en 40 minutes dans la voiture. Puis elle m'avait regardé et m'avait dit « Aminata, tu vas le lire à sa place. » Avec sa voix. J'avais 10 ans. J'avais lu le texte de ma sœur devant 250 personnes. Avec sa voix. Avec son nom annoncé avant. Sur le chemin du retour, ma mère avait dit « Aminata est douée pour répéter ce qu'on lui dit. » Nadège, elle, c'est la vraie créatrice. J'avais 10 ans. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre de la voiture et d'avoir pensé « répéter n'est pas la même chose que créer pour la première fois. » C'est ce jour-là que j'ai commencé à écrire des poèmes d'abord, petits, maladroits. Puis des scènes, des fragments, des arguments que je ne pouvais pas avoir à voix haute dans cette maison. Je les gardais dans un cahier à couverture verte, sous mon matelas. La seule personne qui le savait, c'était ma grand-mère. Son nom était Marceline Obono. C'était la femme la plus vive, la plus riante et la plus honnête que j'ai jamais connue. Elle avait publié 2 recueils de contes dans les années 1980, à compte d'auteur, avec ses propres économies. Elle lisait tout ce que j'écrivais, absolument tout. Depuis mes 8 ans. Quand j'avais 18 ans, je lui avais écrit un poème pour son anniversaire. Il s'appelait « Pour les mains de grand-mère Marceline ». 14 lignes. Je le lui avais glissé dans la main après le repas. Elle l'avait lu une fois, puis 2, puis elle avait posé le papier. Elle m'avait regardé longuement et elle avait dit « Tu l'as, mon enfant. Ta voix est encore petite, mais elle est entièrement tienne. Ne laisse jamais personne te l'enlever. » J'avais hoché la tête. Je ne comprenais pas vraiment. Je comprendrais 2 ans plus tard.
Ma grand-mère Marceline est décédée en juillet 2022. Une attaque cérébrale brutale. J'avais 20 ans. La famille s'est réunie à Libreville pour les funérailles. Ma mère a fait un discours. Nadège a lu l'un des contes de grand-mère Marceline au pupitre, avec émotion, avec grâce. Tout le monde pleurait. Je me suis assise au dernier rang. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, l'avocate de ma grand-mère avait lu le testament dans la salle à manger, un fonds fiduciaire de 30 millions de francs, CFA, partagé à parts égales entre les deux petites filles, débloqué à l'âge de 26 ans, langage standard, rien d'inhabituel, ma mère avait signé les documents sans les lire. Maman a fait les choses simplement, avait-elle dit. Comme toujours. Le nom de l'avocate était Maître Pascaline Nkogué. Je l'avais vue peut-être 4 minutes au total. Elle m'avait serré la main une fois. Elle n'avait pas dit un mot sur d'éventuelles clauses supplémentaires. Je l'avais oublié, jusqu'à ce qu'elle me rappelle 28 mois plus tard, mais j'y reviendrai. 3 mois après les funérailles. En octobre, j'étais à la bibliothèque universitaire de l'Université Omar Bongo à Libreville, en train de feuilleter une revue littéraire francophone appelée Les Voix du Golfe, un petit magazine culturel distribué dans plusieurs pays d'Afrique. Central, je tuais le temps avant un séminaire de littérature comparé à la page 29, j'ai trouvé mon poème. Le titre avait été changé. Il s'appelait maintenant « Pour le silence de grand-mère ». C'était la première chose que j'avais remarquée. Ma grand-mère Marceline n'avait jamais été silencieuse. Pas un seul jour de sa vie. Le nom d'auteur indiquait « Nadège Obono ». J'ai relu 4 fois, 14 lignes. Mes lignes. Les mains de ma grand-mère. Ma mémoire. Mon deuil. Le nom de quelqu'un d'autre en bas. Je suis restée assise dans cette bibliothèque pendant 22 minutes. Des étudiants passaient devant moi. Un gardien m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Je l'ai regardé s'éloigner. Puis, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. Je suis allé au bureau des archives. J'ai demandé les coordonnées éditoriales de la publication. La bibliothécaire m'a imprimé une feuille, 3 adresses, 2 numéros de téléphone. J'ai plié ce papier. Je l'ai glissé dans mon portefeuille. Je l'y ai gardé pendant 2 ans. Voici ce que je n'ai pas fait ensuite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je ne suis pas rentré jeter des assiettes. Je suis retourné à ma chambre universitaire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un dossier. Je l'ai nommé Preuve 01. J'ai collé le texte original de mon poème à l'intérieur. Date et heure automatique. 14 octobre 2022, 17h34. Puis, j'ai créé un deuxième dossier. J'ai renommé, daté et classé chaque fichier que j'avais écrit, remontant 4 ans en arrière, chaque brouillon, chaque fragment, chaque email où j'avais envoyé mon écriture à une amie, à un professeur. Cela m'avait pris 5 heures. Quand j'avais fini, j'étais assise sur mon lit, je regardais le plafond et j'entendais la voix de ma grand-mère. Ne laisse jamais personne te l'enlever. C'est ce soir-là que j'ai cessé d'être une sœur. Je suis devenu un témoin. Je veux vous dire quelque chose d'important avant de continuer. Je n'ai pas réagi immédiatement. Je n'ai pas confronté. Nadège. Je n'ai pas dit à ma mère. Je n'ai pas posté sur les réseaux. J'ai planifié. Les femmes de ma famille avaient été éduquées à être agréables. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que c'était notre malédiction collective. Elle m'avait dit une fois, autour d'un thé de Kinkeliba, « Les femmes qui survivent dans cette famille sont celles qui apprennent à construire pendant que tout le monde pense qu'elles cousent. » Alors j'ai construit. En janvier 2023, je m'étais inscrite à un atelier d'écriture avancée à l'université, dirigé par un professeur nommé Théophile Mangué. Il avait 63 ans. Il avait publié dans des revues francophones reconnues à Paris, à Dakar, à Bruxelles. Il n'était pas facilement impressionnable. Je ne cherchais pas à l'impressionner, je cherchais à affiner ce que j'avais déjà. 3 semaines après le début du semestre, il m'avait demandé de rester après le cours. Il s'était assis derrière son bureau. Il avait glissé vers moi un exemplaire de Les Voix du Golfe numéro 9 déjà ouvert à la page 29. « Avez-vous déjà publié sous un autre nom »
m'avait-il demandé. Je n'avais pas respiré, il avait tapoté le poème. J'ai lu vos travaux pendant 2 semaines. Puis j'ai relu ceci ce week-end. C'est la même voix, exactement la même. Je lui avais tout raconté en 45 minutes, il n'avait pas interrompu une seule fois. Quand j'avais fini, il avait enlevé ses lunettes. Il s'était frotté les yeux, il avait dit 4 mots. Je sais qui vous devez rencontrer. Puis il avait ajouté, Aminata, j'enseigne depuis 36. J'ai vu ça 2 fois dans ma carrière. Une fois, ça s'est réglé à l'amiable. Une fois, ça s'est terminé devant un comité disciplinaire. Ceux qui ont eu gain de cause avaient de fait une chose que les autres n'avaient pas faite. Laquelle? Ils avaient construit leur dossier pendant 1 an avant que quiconque ne sache qu'ils construisaient. Ils m'avaient tendu un carnet vierge. Commencez par les dates. Chaque date dont vous pouvez vous souvenir. Chaque fichier, chaque conversation, chaque fois que votre sœur était seule avec votre ordinateur, chaque essai que vous avez rendu à un professeur, chaque fois que vous lui avez lu quelque chose. Ne faites pas confiance à votre mémoire seule. Écrivez. J'avais écrit pendant 2 heures après avoir quitté son bureau. Au moment où j'avais arrêté, j'avais 54 entrées, remontant jusqu'au collège. Une semaine plus tard, j'étais en appel vidéo avec la directrice du programme panafricain de littérature créative, basé à Dakar, la professeure Yvette Diallo-Sow. Elle avait 56 ans. Précise, chaleureuse quand elle le voulait, impitoyable quand il le fallait. Elle connaissait le professeur Meng depuis l'université. Il lui faisait entièrement confiance. Lors de notre premier appel, elle m'avait demandé de partager mon historique de fichiers Google Doc. Je l'avais fait, elle avait lu en silence pendant 25 minutes, puis elle avait levé les yeux. Votre sœur a postulé au programme panafricain il y a 8 mois. Elle a soumis un échantillon d'écriture. Mot pour mot, c'est le vôtre. Nous étions sur le point de l'accepter. Elle avait marqué une pause. Donnez-moi 1 semaine. Je n'avais pas pu parler, elle avait dit « Respirez. Aminata, vous n'êtes pas folle, vous aviez raison. » 1 semaine plus tard, le programme avait mis la candidature de Nadège en attente indéfiniment. Nadège ne l'avait jamais su. Elle avait dit à ma mère qu'elle était sur la liste restreinte, en attente d'une réponse finale. Ma mère avait acheté un pagne festif pour le jour où la lettre d'acceptation arriverait. Elle n'est jamais arrivée. Au printemps 2023, j'avais 3 choses que je n'avais jamais eues auparavant. Un témoin professionnel, un programme littéraire, de premier plan prêt à me croire, et quelque chose qui ressemblait à un plan. J'avais aussi Bénédicte. Asogba était ma meilleure amie depuis la première année de licence. Nous nous étions rencontrés dans un cours d'écriture dramatique. Bénédicte était le genre de personne qui remarquait ce que les autres croyaient, caché. En décembre 2022, Nadège était venue rendre visite à nos parents pendant les vacances. Elle avait emprunté mon ordinateur portable un soir, juste pour vérifier ses emails, avait-elle dit. Bénédicte était en visite également. Elle avait discrètement photographié l'écran depuis le couloir 3 fois. À l'époque, elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait. Quelque chose dans l'attitude de Nadège ne semblait pas normal. Ces photos étaient restées sur son téléphone pendant 9 mois. Quand je lui avais finalement demandé de les regarder avec moi, elle m'avait envoyé tout en moins d'1 heure. On y voyait clairement mes fichiers de brouillon ouverts, copiés, renommés. Un fichier qu'elle avait copié s'appelait « Grand-mère poème V3 ». Je l'avais écrit la semaine précédant les funérailles. De grand-mère Marceline.Nadège l'avait ouvert le soir du 28 décembre 2022, 21 minutes après que le dernier invité de deuil avait quitté la maison. Bénédicte m'avait regardé à travers la table de sa chambre d'étudiante à Libreville. « Tu aurais dû me le dire il y a 1 an. Je ne voulais pas que tu portes ça. Je le portais déjà. Tu n'étais juste pas là pour le voir. » Elle m'avait versé du thé. Nous étions restés assises 1 heure sans parler. Je lui avais donné un double de ma clé de chambre le lendemain. Elle m'avait donné un double de la sienne. « N'importe quand », avait-elle dit. « Pour toujours.
J'avais aussi commencé à enregistrer. La loi gabonaise permet l'enregistrement d'une conversation à laquelle on participe soi-même, sans en informer les autres parties, à condition que cet enregistrement ne soit pas diffusé publiquement sans accord. J'avais vérifié avec un juriste avant de commencer. Au cours des 14 mois suivants, j'avais accumulé 191 enregistrements. Un seul est devenu le plus important. En avril 2023, j'étais rentré à la maison pour les vacances de Pâques. Nadège était au salon, au téléphone avec une amie. Elle pensait que j'étais à l'étage. J'étais dans le couloir. Téléphone à la main. Micro allumé. Elle avait dit « Aminata n'a jamais relu ses propres textes après les avoir soumis. Je les emprunte, c'est tout. » Puis elle avait ri, un rire bref, satisfait. Elle ne le remarque jamais. Maman pense qu'elle écrit par passe-temps. Maman m'a dit qu'Aminata n'a pas la discipline pour être une vraie écrivaine. Elle a dit qu'Aminata n'a qu'un petit talent imitatif. J'avais sauvegardé ce fichier audio à 3 endroits différents cette nuit-là. Je l'avais transcrit le lendemain matin. C'est à ce moment que j'avais su. Ma mère n'était pas seulement aveugle, elle était complice du vol. Pour Noël 2023, j'avais 3 choses que Nadège ne savait pas. Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, une directrice de programme littéraire prête à témoigner, et 191 enregistrements. Ma sœur pensait que j'étais fragile. Je l'avais laissé croire. Mon avocat s'appelait Maître Rodrigue Beccalet. Il avait 47 ans. Calme, méodique, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et en atteinte aux droits d'auteur. Le professeur Mengue me l'avait recommandé. Lors de notre première rencontre, il avait écouté 2 heures. Puis il avait lu chaque pièce de mon dossier. Pendant 1 heure de plus, il avait enlevé ses lunettes, les avait posées sur le bureau. Vous avez plus de preuves documentées que la plupart de mes clients habituels. Depuis combien de temps construisez-vous cela? 19 mois. Bien. Il m'avait posé une dernière question avant que je parte. Vos parents contrôlent-ils votre courrier à la maison? Je n'avais pas répondu assez vite, il l'avait noté, puis il m'avait posé une autre question. Est-ce que quelque chose a déjà disparu? Quelque chose qui vous était adressé? Même quelque chose de petit? J'y avais réfléchi longuement. Quand j'avais 17 ans, j'avais postulé à un concours d'écriture organisé par une association culturelle à Port-Gentil. Je n'avais jamais reçu de réponse. Ma mère avait dit qu'il n'avait probablement pas retenu mon dossier. Maître Beccalet avait noté cela. Il y a 6 semaines, j'attendais une enveloppe de l'Institut francophone des arts créatifs à Abidjan. Je l'avais vue sur la table de l'entrée un mardi soir. Le mercredi matin, elle avait disparu. Ma mère avait dit que c'était de la publicité. Il avait levé les yeux. Vous vous souvenez de ce que disait l'adresse de l'expéditeur? Bureau des bourses créatives. Il avait marqué une pause. Aminata. Votre mère intercepte peut-être votre courrier depuis des années. Il l'avait dit comme un médecin pose un diagnostic calmement, sans dramatiser. J'avais dit, je sais. Depuis quand le savez-vous? Depuis que j'ai 13 ans. Je ne pouvais simplement pas le prouver. Jusqu'à maintenant. C'est ce soir-là que quelque chose avait changé définitivement en moi. Pas de la colère, pas des larmes, une décision, froide, claire, irrévocable. J'en avais fini d'attendre qu'on me voie. J'allais me faire voir. Entre mars et septembre 2024, Maître Beccalet avait préparé 4 dossiers formels. Un adressé au comité d'éthique du programme panafricain de littérature créative à Dakar, un adressé au conseil éditorial de la revue Les Voix du Golfe à Libreville, un adressé à une maison d'édition de Yaoundé où Nadège venait de décrocher un poste de chargé éditorial après avoir soumis des textes qui n'étaient pas les siens, un adressé au bureau régional compétent concernant l'interception présumée de courrier. Tout était chargé dans un système numérique sécurisé. Seul Maître Beccalet et moi avions les accès. Rien ne partirait à moins que je n'appuie sur le déclencheur. Nous nous rencontrions toutes les 6 semaines pour actualiser les faits. Chaque document était daté, chaque affirmation était sourcée, chaque preuve était étiquetée. En août 2024, il m'avait envoyé un message. Tout est en place. Vous avez le code. Appuyez dessus uniquement quand vous serez prête à ne plus jamais rentrer dans cette maison comme avant.
J'étais rentré pour un week-end fin août. J'avais regardé ma mère trier le courrier sur la table de l'entrée. Je l'avais regardé ouvrir une enveloppe beige avec un en-tête officiel. La lire, la plier, la glisser dans le tiroir du bas de son secrétaire. Pas dans ma pile, dans le sien. Elle ne me l'avait pas donné. Je n'avais pas demandé. J'étais rentré à l'université ce soir-là. J'avais envoyé 3 mots à Maître Bécalé. Je pense que oui. Il avait répondu « Dites-moi la date ». J'avais tapé « 22 octobre ». Mon anniversaire, il avait répondu « Compris. Joyeux anniversaire en avance ». Je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez savoir la date exacte à laquelle votre vie va basculer. Imaginez savoir qui sera dans la pièce. Imaginez savoir quelle chanson jouera en fond. Quelle nourriture sera sur la table. Imaginez avoir choisi l'heure vous-même. J'avais choisi 22h50. Entre septembre et le 22 octobre, j'avais continué de rentrer les week-ends. Je souriais. Je discutais avec mon père de la pluie et du beau temps. Je laissais ma mère parler du nouveau poste de Nadège à Yaoundé. Je m'asseyais à table et mangeais le poulet d'arachide. Un soir de début octobre, Nadège était rentrée pour une visite. Elle avait annoncé à toute la famille qu'elle venait de recevoir une bourse culturelle de l'Union africaine pour un projet de recueil. Des textes sur lesquels elle travaillait, avait-elle dit. Ma mère avait pleuré de joie. Mon père avait sorti la bouteille de jus de bissap réservée aux grandes occasions. J'avais dit « C'est formidable, Nadège, vraiment ». Elle m'avait regardé une seconde, cherchant quelque chose. Du ressentiment, de la faiblesse, une fissure. Je ne lui avais rien donné. Elle s'était retournée vers mes parents. Dans ma chambre ce soir-là, j'avais ajouté la bourse de l'Union africaine à ma liste. J'avais déjà commencé à faire mes valises. Le soir du 22 octobre, ma mère avait préparé un thieboudienne. Mon père avait allumé la télévision pour regarder les nouvelles. Nadège était arrivée avec 20 minutes de retard et ne m'avait pas regardé en entrant. À 19h30, ma mère avait apporté un gâteau, vanille et coco. 22 bougies. Je les avais soufflées. Je n'avais pas fait de vœux. Ma mère avait dit « Aminata, 22 ans. On dirait hier. » J'avais répondu « Pour moi, ça semble très long. » C'était la première fissure. Avant de faire les cadeaux, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle. Aminata a dit des choses sur moi à ses professeurs. Des choses sur mon travail. Je ne sais pas d'où elle les sort, mais ça commence à nuire à ma réputation. J'ai essayé de gérer ça discrètement. Ça ne fonctionne pas. Ma mère s'était tournée vers moi. C'est vrai? Je n'avais pas répondu. Nadège avait continué. Elle doit s'excuser publiquement, ou il doit y avoir des conséquences. Je suis épuisé d'être mêlé à ces drames. Mon père avait regardé sa tasse. Fais ce que tu penses être le mieux, Yvonne. Ma mère s'était entièrement tournée vers moi. Aminata. Nous suspendons ta scolarité jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta sœur. C'est pour ton bien. Tu ne peux pas continuer à faire ça à cette famille. 3 visages en face de moi. Aucun ne me regardait vraiment. Ma mère regardait Nadège. Nadège regardait ma mère. Mon père regardait sa tasse. Pas un seul ne me regardait dans les yeux. J'avais dit un seul mot. Très bien. Ma mère avait cligné des yeux. Nadège avait froncé les sourcils. Elle s'attendait à ce que je me batte. Elle avait besoin que je me batte. Elle voulait un argument visible qu'elle pourrait gagner. Je ne lui en avais pas donné. Je m'étais levé. J'étais monté dans ma chambre. J'avais compté les marches. 19. Je les comptais depuis l'âge de 6 ans. J'avais fermé ma porte. Je m'étais assise sur mon lit. 20h12, 2h38 avant 22h50. J'avais envoyé un SMS à Bénédicte, témoin dans 3 heures. Elle avait répondu « Le canapé est prêt, tout le reste aussi, je t'aime ». J'avais passé les 2 heures suivantes à faire de très petites choses. J'avais essuyé le dessus de ma commode, j'avais plié une couverture, j'avais fait mon lit.
J'avais touché le cahier vert de ma grand-mère une dernière fois. En bas, j'entendais leur voix. La voix de ma mère, basse, planifiante, la voix de Nadège, montant. Le silence de mon père. À 22h38, j'avais entendu Nadège au téléphone. Elle appelait son fiancé. « Chérie, rappelle-moi. Maman et moi gérons quelque chose avec... Aminata, j'ai besoin que tu sois là. » Il ne l'avait pas rappelé. Il avait déjà reçu l'enveloppe que je lui avais envoyée 2 jours plus tôt. À 22h48, j'avais ouvert mon ordinateur portable. J'avais tapé un email à Maître Bécalé, objet. Maintenant.cor. Envoyer tout, je. L'avais envoyé à 22h50 précise. Maître Bécalé avait répondu « Parti, les 4 simultanément, bonne chance ». À 22h51, mon téléphone avait vibré, un email transféré, comité d'éthique du programme panafricain, enquête formelle, plagiat allégué, réponse immédiate requise, destinataire, Nadège Obono, copie à moi, en tant que plaignante. À 22h52, les voix du Golfe, révision de paternité d'œuvre, urgence éditoriale. À 22h53, maison d'édition, Horizon Yaoundé, vérification d'authenticité d'échantillons soumis. À 22h54, bureau régional, de contrôle postal, dossier ouvert. À 22h55, j'avais entendu ma sœur crier depuis le rez-de-chaussée. C'était le genre de cri qui fait trembler les murs. Ma porte avait vibré. Pas un coup de pied, 2 fois. Je l'avais déverrouillée, elle l'avait poussée si fort qu'elle avait rebondi sur le mur. Elle était entrée, elle avait vu les 3 valises alignées contre le mur, elle m'avait vu. Son visage était blanc. « Retire ce que tu as envoyé, immédiatement !» Je n'avais pas répondu. « Retire ce que tu as envoyé. » Ma mère avait monté les escaliers derrière elle. Elle s'était arrêtée dans l'encadrement de la porte. Sa main était posée sur sa poitrine. « Aminata, qu'est-ce que tu as envoyé ?» J'avais ouvert mon ordinateur portable. J'avais tourné l'écran vers elle. 4 lignes d'objets d'email, toutes livrées dans les 5 dernières minutes. Ma mère avait lu la première ligne. Ses genoux avaient lâché. Elle s'était assise lentement par terre dans l'encadrement de la porte de ma chambre d'enfant. Comme un bâtiment s'effondre une fois les piliers disparus. Nadège avait sorti son téléphone, elle avait composé. Main tremblante. Séraphin. Séraphin, s'il te plaît. Il se passe quelque chose. Rappelle-moi. Elle avait appelé 3 fois, il n'avait répondu à aucune. En bas, je pouvais voir mon père à travers le couloir. Il était toujours dans son fauteuil. Il regardait le sol. Il n'avait pas bougé. Il savait. Il avait su depuis longtemps. Il avait simplement choisi de ne rien dire. J'avais dit, doucement, « Il n'y a rien à retirer. C'est envoyé. C'est officiel. Ce n'est plus dans mes mains. » Ma mère avait levé les yeux. Les siens étaient humides, mais elle ne pleurait pas encore. Elle était encore sous le choc. « Aminata, on peut arranger ça. On peut parler. On est ta famille. » J'avais dit, « Il n'y a pas de « on ». Elle avait dit, « Je suis ta mère. » J'avais dit, « Tu étais ma mère quand j'avais 8 ans. Tu as arrêté quand tu as décidé que ma voix n'avait pas de valeur. » Elle avait fait un bruit petit et sec, comme du papier qui se déchire. J'avais pris la première valise. Nadège avait essayé de bloquer la porte. Je l'avais contournée. Elle avait attrapé mon bras. « Tu ne peux pas me faire ça. Tu sais ce que ça va me coûter ?» Je l'avais regardée dans les yeux. Elle avait l'air, pour la première fois de ma vie, plus jeune que moi. J'avais dit, « Je comprends exactement ce que ça va te coûter. C'est précisément pour ça que je l'ai fait. » Elle avait lâché mon bras. J'avais descendu la première valise, puis la deuxième, puis la troisième. Personne ne m'avait aidé. Personne ne m'avait arrêté. Mon père n'avait pas bougé de son fauteuil une seule fois. Au dernier passage, je m'étais arrêté à côté de lui. « Papa. » Il n'avait pas répondu. « Papa, regarde-moi. » Il ne l'avait pas fait. J'avais continué à marcher. À 23h30, le taxi était arrivé dans la rue. Ma mère m'avait suivi jusqu'à la porte d'entrée. Ses cheveux défaits, sa voix brisée. « Aminata, où dormiras-tu ce soir?
Je m'étais retourné. Je l'avais regardée. J'avais attendu 22 ans qu'elle me pose une question qui me concernait vraiment. Dommage qu'elle arrive à ce moment-là. J'étais sorti. Nadège avait couru dehors en courant. Elle criait mon nom. Le chauffeur avait chargé mes valises. Il m'avait regardé une fois. Il avait regardé Nadège. Il avait demandé « On attend ?» J'avais dit « Non. S'il vous plaît, roulez. » Je m'étais assise. J'avais fermé la portière. La voiture avait quitté la rue. Ma sœur criait toujours dans le jardin. Ma mère était dans l'encadrement de la porte. Mon père fixait un mur que je ne pouvais plus voir. Je n'avais pas regardé en arrière. J'avais regardé en arrière pendant 22 ans. C'était terminé. Je me suis réveillé le lendemain matin sur le canapé de Bénédicte. Elle avait fait du café au gingembre. Elle s'était assise à côté de moi sans rien dire. J'avais vérifié mon téléphone. 47 appels manqués. 29 messages. J'en avais lu 3. Puis j'avais bloqué tous les numéros de ma famille. L'effondrement avait commencé 6 jours plus tard. Le lundi suivant, la maison d'édition Horizon à Yaoundé avait convoqué Nadège dans les bureaux. Le responsable des ressources humaines l'attendait déjà. Il avait fait glisser un dossier sur la table. « Apportez votre badge. Videz votre bureau. Vous avez 30 minutes. » Nadège était en poste depuis 9 mois. Elle avait obtenu ce poste grâce à des échantillons d'écriture qui n'étaient pas les siens. Ces mêmes textes apparaissaient mot pour mot dans mes Google Docs, datés de 2 ans plus tôt. Son agent littéraire l'avait lâché à la fin de la semaine. Le programme panafricain avait annulé sa candidature et demandé le remboursement de frais déjà engagés. La revue Les Voix du Golfe avait publié une correction publique en ligne listant le poème original avec mon nom. L'industrie culturelle francophone d'Afrique centrale est petite, tout le monde le sait. Avant la fin de la semaine, chaque rédacteur en chef de Libreville à Douala était informé. Son fiancé Séraphin lui avait rendu sa bague le jeudi suivant. Il s'était tenu à sa porte. Il avait dit « La bague ». Elle pleurait depuis 6 jours. Il n'avait pas attendu qu'elle parle. Il était reparti. Il ne lui avait plus jamais répondu. Ma mère avait dû quitter le cabinet juridique où elle était associée depuis 14 ans. L'Ordre des avocats avait ouvert une enquête disciplinaire concernant son rôle dans l'interception de correspondance. Sa licence avait été suspendue provisoirement. Ce n'était pas de la vengeance. Je ne l'avais jamais cherché. C'était simplement la réponse naturelle du réel au mensonge entretenu trop longtemps. 3 semaines plus tard, maître Pascaline Nkog m'avait appelé. Sa voix était chaleureuse, posée. Aminata. Je suis l'avocate de votre grand-mère Marceline. Je vous appelle parce qu'une clause de son testament vient d'être activée. Je m'étais assise à la table de Bénédicte. Votre grand-mère a modifié son testament 4 mois avant son décès. Elle y avait ajouté ce que nous appelons une clause de protection conditionnelle. Elle stipule que si l'une de ses petites filles est reconnue coupable d'une fraude impliquant la malhonnêteté intellectuelle avant l'âge de 30 ans, la totalité de sa part revient à l'autre. Elle avait marqué une pause. Les 16 millions de francs CFA sont à vous. Ils seront disponibles d'ici la fin de la semaine. Je n'avais pas pu parler. Il y a une dernière chose, Aminata. Votre grand-mère m'avait demandé de vous transmettre un message verbalement, pas par écrit. J'avais serré le téléphone. Elle m'a dit ceci. Dis-lui que le cahier n'est pas un souvenir. C'est une transmission. Dis-lui que l'histoire l'attend, mais elle seule peut l'écrire. J'avais remercié maître Nkogé. J'avais raccroché. Je m'étais assise longtemps à cette table. La fenêtre donnait sur une rue tranquille de Libreville. Des enfants jouaient dehors. Je m'étais levé. J'étais allé dans le placard où Bénédicte gardait mes affaires. J'avais sorti le cahier vert de grand-mère Marceline, ses initiales au dos, gravées au vernis rouge MO. Je l'avais ouvert pour la première fois depuis sa mort. À l'intérieur, de son écriture penchée, il y avait 142 pages manuscrites, un roman inachevé. Le titre, écrit au crayon, « Les filles qui construisent en silence ». En dessous, une feuille pliée, une lettre datée du 12 mai 2022, 2 mois avant sa mort.
Aminata. Si tu lis ceci, je suis parti. Et ils t'ont fait du mal. Je le savais. Je le savais depuis tes 10 ans. Le jour où tu as lu le texte de ta sœur devant tout le monde, avec sa voix, et que ta mère a dit que tu savais juste répéter. J'ai essayé de te protéger de mon vivant en étant la seule dans cette maison à te voir vraiment. Maintenant, je dois te protéger après. Ta sœur essaiera de prendre ce qui est à toi. Elle l'a peut-être déjà fait. Quand elle sera prise, sa part te reviendra. C'est mon dernier filet. Mon autre cadeau, c'est ce roman. Je n'ai pas eu la force de le finir. Mes mains ont lâché. Finis-le pour moi, avec ton nom, pas le sien, le tien. Ta voix n'est pas un passe-temps. Ta voix est un feu que personne ne peut éteindre parce qu'il brûle à l'intérieur, pas sur le papier. Maintenant, va vivre. Avec tout mon amour. Grand-mère Marceline. J'avais relu cette lettre 2 fois, puis j'avais pris le stylo plume qu'elle m'avait laissé dans le cahier. Il contenait encore de l'encre. J'avais ouvert une page vierge. J'avais écrit 3 mots en haut. Les filles debout. Puis j'avais commencé. Voici ce que j'ai fait avec l'argent. 12 millions sont allés dans un appartement à Libreville à mon nom. Pas de co-signature, pas de prêt familial. Une porte qui m'appartient entièrement. 4 millions sont allés dans une bourse annuelle à l'université Omar Bongo, la bourse Marceline Obono, destinée à une jeune femme écrivaine dont la voix a été minimisée par son entourage. Je ne ferai jamais partie du jury. Je ne connaîtrai jamais son nom. C'est le but. J'ai écrit pendant 8 semaines, 9000 mots. Une nouvelle longue, pas sur ma sœur, pas sur ma mère, pas sur la trahison. Une histoire sur une fille qui construit une maison en papier. Tout le monde lui dit que la maison va brûler. Elle la construit quand même. Quand elle brûle, elle comprend que la maison n'était pas le but. Construire l'était. J'ai soumis ce texte à une revue littéraire francophone de référence à Paris. 3 phrases de lettres de motivation, sans mentionner ma famille, sans mentionner ce qui m'était arrivé. Juste le travail. 3 semaines plus tard, un email. Mademoiselle Obono, nous souhaitons discuter de votre texte après les fêtes. Merci de nous répondre à votre convenance. J'avais lu cet email. Je n'y avais pas répondu ce soir-là. Ce soir-là, je voulais juste rester assise avec ce fait. Simple. J'avais écrit quelque chose sous mon propre nom, avec ma propre voix. Pour la première fois de ma vie, sans que personne ne le lise avant que je sois prête. J'avais fermé l'ordinateur, j'étais allé dans la cuisine, j'avais fait bouillir de l'eau. J'avais sorti un sachet de Kinkeliba, le même que buvait ma grand-mère, chaque matin depuis 60 ans. Je m'étais assise près de la fenêtre. La nuit tombait sur Libreville. Elle tombait sur une ville que ma grand-mère avait arpentée toute sa vie. Elle tombait sur une vie qu'elle avait protégée pour moi discrètement, avant même que je sache que j'en aurais besoin. Ma sœur avait tout perdu. Ma mère était suspendue. Mon père écrivait des lettres à l'adresse de Bénédicte. Bénédicte me les gardait. Je n'en avais ouvert aucune. Peut-être un jour, pas cette année. Ce soir, il n'y avait que moi. Une tasse de Kinkeliba chaud, un stylo sur le bureau qui avait appartenu à une femme qui connaissait ma voix avant que je la connaisse moi-même. Et 142 pages d'un roman qui attendait d'être terminé. Mon nom figurerait sur la page de couverture. Le sien figurerait dans les remerciements. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 19, « La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue mensongère ne dure qu'un instant. » Ma grand-mère Marceline n'avait jamais cité ce verset, mais elle avait vécu selon lui, chaque jour, pendant toute sa vie. Elle m'avait appris quelque chose que je transmettrai à ceux qui viendront après moi. Ce n'est pas la force qui protège. Ce qui nous appartient, ce n'est pas le bruit,
Ce n'est pas les larmes, c'est la vérité documentée. C'est l'original gardé. C'est la patience de construire pendant que tout le monde pense que vous cousez. J'ai pardonné à ma sœur. Et je dois vous dire quelque chose d'important sur ce mot, parce que dans nos familles, on le confond souvent. Pardonner ne signifie pas rouvrir la porte. Pardonner ne signifie pas que les conséquences disparaissent. Pardonner, c'est déposer le poids pour que ce ne soit plus vous qui le portiez. Mais l'amour véritable n'a jamais eu besoin de voler. L'amour véritable n'a jamais eu besoin de brûler les lettres des autres. L'amour véritable n'a jamais eu besoin de faire taire une voix pour que la sienne sonne plus fort. Ce que ma famille avait pratiqué pendant 22 ans portait un autre nom. Et ce nom n'avait finalement manqué que d'un seul ennemi. La patience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire une chose avant de partir. La personne la plus silencieuse dans votre entourage n'est pas forcément la plus faible. C'est souvent celle qui construit, celle qui garde les preuves, celle qui écrit dans un cahier que personne ne lit encore. Si c'est vous, je veux que vous sachiez ceci. Quelqu'un dans votre vie, une grand-mère, un mentor, un ami fidèle, est peut-être en train de préparer quelque chose pour vous en ce moment même, discrètement, pendant que personne ne regarde. Laissez-les faire. Et quand votre tour viendra, reconstruisez. Maintenant, dites-moi quelque chose. D'où? Regardez-vous cette vidéo ce soir? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et est-ce que vous avez dans votre vie une personne qui construit en silence pendant que les autres prennent tout le crédit? Écrivez-le dans les commentaires. Je lis tout. Et si cette histoire a mis des mots sur quelque chose que vous portiez, abonnez-vous. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'une autre femme. Une femme qui a tout signé au nom de la paix familiale et qui a mis 20 ans à comprendre ce que ça lui avait vraiment coûté. Cette chaîne existe parce que certaines vérités méritent d'être dites à voix haute. Que Dieu vous garde et n'oubliez jamais, gardez vos originaux.